entendu avec Marcel. Et si nous revenons maintenant à cette décision que nous avions prise de faire un tout nouveau cours, la raison est bien simple. C'est que le cours de français de l'an dernier, le français à la portée de tous, contenait beaucoup de rectifications de l'Académie française. Or, comme l'Académie française a décidé de rester sur le statu quo, c'est-à-dire, est-ce que c'est une grosse colonne, ça, le statu quo? Non, 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 non. Ce n'est pas. On est resté dans les décisions précédentes. Nous accomplissons exactement les mêmes lois que nous avions auparavant. Ce qui signifie qu'il n'est pas question d'entrer avec des changements d'accord avec l'accent circonflexe, par exemple, les traits d'union dans certains cas, les noms composés écrits à certains moments, et tout ça. Alors, ce qui signifie que notre quatrième leçon que nous entreprenons aujourd'hui, vous voyez, notre quatrième leçon. Alors peut-être quelques-uns vont dire, comment? Ça fait 4 leçons, 3 leçons déjà de passé. Moi, je ne le savais pas. Comment je ne le savais pas? Vous n'avez pas été informé par vos cousins, vos amis, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos voisins? C'est à vous, si par exemple, vous venez de découvrir le cours, avertissez parents et amis. Dites-leur de ne pas tarder. C'est que le cours, en allant en progression, va devenir de plus en plus compliqué. C'est qu'à ce moment-là, on ne construira pas le 3e étage si les fondations n'ont pas été creusées, si les fondations n'ont pas été montées, si le premier plancher n'a pas été disposé solidement, et notre deuxième. Mais si nous arrivons au troisième étage, il nous faut des bases solides. Et ce sont toutes les bases que nous établissons pour que, à la fin de notre 40e leçon, nous puissions dire « Je maîtrise ma langue française, je maîtrise 80-85% de l'ensemble de la grammaire française. » Ensemble que je retrouve, bien entendu, dans ce que nous appelons la grammaire expliquée. Grammaire expliquée où j'explique le français dans ce cours et où vous pouvez vous procurer également votre grammaire expliquée à l'intérieur, dans votre région, avec, en allant communiquer simplement à votre libraire. Le libraire de votre région va vous procurer la grammaire expliquée avec Marcel. Et voilà, nous avions tout simplement entendu la semaine dernière quelques échos de la chanson qui me plaît tant. Et si vous permettez, allons-y donc encore, simplement pour nous rappeler que la langue de chez nous, c'est une belle langue. Allons-y donc voir, écoutons ça. Un petit peu. C'est une langue belle, avec des mots super, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des airs, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, etc. Et continuons peut-être, continuons à la fredonner cette chanson. Mais c'est une langue belle avec des mots superbes. Mais des mots superbes, si nous les connaissons bien, nous pouvons les employer à bon escient. Et c'est pour cela que le cours de français, la grammaire expliquée, vous permet de retenir, de contenir toutes les explications qui concernent les éléments de base, les notions fondamentales de la langue française. Et nous y allons maintenant tout de suite, puisque le programme est chargé aujourd'hui. Et notre 4e leçon, je la veux la plus claire et la plus simple possible. J'avais parlé dans la dernière leçon de l'adjectif numéral. Et vous vous souvenez que en parlant de l'adjectif numéral, j'avais signalé que l'adjectif numéral ne s'accordait pas. Mais par contre, il existe tout de même que l'adjectif numéral, si nous considérons les 3 nombres 20, 100 et 1000, ces 3 nombres-là
peuvent s'écrire de différentes façons. Alors, nous allons au tableau, puisque pour moi, le tableau, c'est mon ami. Comme pour vous, la grammaire et le dictionnaire, ce sont vos amis. Et si nous pensons que le dictionnaire et la grammaire sont nos amis, il nous faut ne pas les oublier, les mettre en pratique. Et vous vous souvenez, dans une des premières émissions, j'avais dit ceci. Et si vous me permettez, vous allez peut-être me dire, qu'est-ce que tu fais là? Es-tu un juge avec le marteau? Non. Mais je vous dis ceci, regardez bien. Nous avons entré encore plus profondément le clou. Et c'est à force de frapper sur le clou qu'on va le faire entrer complètement. Vous verrez qu'à la 40e leçon, le clou sera complètement entré. Et je vous dis ceci, explication, répétition, la clé du succès. Alors, allons au tableau. Voyons dès maintenant qu'est-ce que signifient pour nous les nombres qui s'écrivent de façon différente. Le nombre 20, le nombre 100 et le nombre 1000. Le nombre 20, le nombre 100 et le nombre 1000, ces trois nombres-là peuvent s'accorder à l'occasion. Je vais le dire très simplement et en quelques mots. Je vais parler du nombre 20. Et quand je parle du nombre 20 dans la grammaire, je dis tout simplement que le mot 20, lorsqu'il se prononce 80, lorsqu'il se prononce 80 et qu'il s'écrit, par exemple, 8 et 0, exemple, 1000 ou 1280, 480, 180, 880. À ce moment-là, le nombre 20 s'écrit avec un S. Ce qui veut dire que 80 s'écrira Q-U-A-T-R-E, trait d'union, V-I-N-G-T-S. Et le S, pour quelle raison? Parce que c'est l'expression 80. C'est l'expression 80. Grand Dieu, que c'est facile. Ah, mais mon Dieu, moi je pensais que c'était plus compliqué que ça. Tu viens de me simplifier la vie, Marcel. Le nombre 20 s'accorde quand il s'écrit 80 et qu'il se termine avec un 8 et un 0. Oui, mais si par contre, Marcel, je te dis, moi, et ça c'est vous qui me parlez là, parce que vous voulez avoir une explication, il y a la communication, il y a l'émetteur, il y a le récepteur, mais là le récepteur devient l'émetteur. C'est vous qui allez me dire ceci, et vous allez me dire maintenant, si Marcel, j'écris 120, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je marque un S à 20? Est-ce que je marque un S à 20? Moi, je vais vous répondre tout de suite. Ce que je dis très simplement en haut, je vous redis la même chose. Est-ce que ça se termine par 8 et 0? Ça ne se termine pas par 8 et 0, il ne s'accorde pas. Quand est-ce qu'il prend un S? Il prend un S quand il termine par 8 et 0. Quand il termine par 8 et 0. Quand il termine par 8 et 0. Et quand il termine par 20, ce n'est pas 8 et 0, ça. Ce n'est pas un nombre 20 qui a été multiplié par 4 pour donner 80. Donc, s'il n'a pas été multiplié, il ne s'accorde pas. Il ne s'accorde pas, il s'écrit 20, V-I-N-G-T. Mais par contre, si vous écrivez au lieu de 80, vous écrivez, vous autres, 81, ou 86, ou 88, ou 89, ou 82, est-ce que ça se termine par 8 et 0? Bien non, ça se termine par 80 plus 1. Donc, est-ce qu'il est ajouté? Est-ce qu'on lui a ajouté un autre nombre? Oui. Si on lui ajoute un autre nombre, il ne s'accordera pas. Et on dira 200, 200, 4, trait d'union, 20, trait d'union, 1. Alors, il n'est pas le nombre, l'expression 80, il est suivi d'un nombre 1. Il est suivi du nombre 6.
et qui fait 86. Donc, ce n'est pas 80, il ne s'accorde pas. Aussi simple que cela. Disons toutefois que si je vous dis, moi, prenez la page 80. Je vais en profiter pour aller voir immédiatement, vous me suivez, et vous allez regarder à la page 80. Et je prends dans la grammaire expliquée la page 80. La page 80, c'est bien celle-là, page 80. Est-ce que je vais mettre un S à 20? Est-ce qu'il y a beaucoup de pages d'après vous? Il n'y a pas beaucoup de pages, il n'y en a qu'une. Et quand je vous dis, lisez la page 80, c'est la seule page. Et parce que ce n'est qu'une seule page, la page 80, c'est ce qu'on appelle la 80e. Et la 80e, il n'y en a qu'une et il ne s'accorde pas. Donc, la page 80 ne prendra pas de S. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y en a qu'une seule. Tandis que quand je dis 80 pages, j'ai lu 80 pages, 80 pages, V-I-N-G-T-S. Pour quelle raison? Pour une simple raison que quand je dis j'ai lu 80 pages, c'est un nombre qui se termine par 8 et 0 et qui n'est pas suivi d'un autre nombre. Il n'y en a pas d'autre. Comme il n'y en a pas d'autre, il ne s'accorde pas dans ce temps-là lorsqu'il y a un nombre qui suit. Mais s'il n'y en a pas de nombre qui suivent, à ce moment-là, il s'accorde et il prend un S. 80 prend un S quand il se termine par l'expression 8 et 0. Alors, je résume en un seul mot, 80 expressions. S'il y a l'expression 80, à ce moment-là, automatiquement, il y a un S, à condition que ce soit 80, et c'est pour ça que je les réécris tous. Alors, en réécrivant tout ça, vous comprenez que le mot 20, quand il est précédé de 4 et qu'il n'a pas de nombre après, il prend un S. Mais s'il a un nombre après, 80 comme ceci, V-I-N-G-T et 9, alors il y a un nombre qui suit, le S est éliminé par le nombre qui est ajouté, tout simplement. Vous décidez d'ajouter un nombre, enlevez-y le S. Si vous n'en avez pas de nombre après 80, mettez-lui un S. Il termine, mettez-lui un S. Et c'est la même chose pour le mot 100. Alors c'est pour ça que je vais aller très vite avec le mot 100. Le mot 100, vous allez remarquer que c'est la même règle. Et quand ça va finir par 00, par exemple 800, par exemple 2400, après ça 8000 ou 88 300. Mais si je dis 6100, est-ce que 100, quand je dis 6000, M-I-L-L-E, 100, est-ce qu'il y a plusieurs centaines? Mais non, une centaine. 6000, 6000, comme ceci, et 100, une centaine. Alors à ce moment-là, 6100, il n'y a qu'un 100. Donc, on ne l'accorde pas. Mais si je dis 6200, 200, est-ce que j'ai 2 fois 100? Oui. Donc, à ce moment-là, j'écrirai C-E-N-T-S. Alors, j'écrirai C-E-N-T-S. Mais par contre, si je lui ajoute un nombre, ici, 6204, Q-A-T-R-E, pour vous rappeler que 4 ne prend pas d'S. N'oubliez pas. Alors, 6204, c'est 6200 plus 4. Alors, j'ai ajouté un nombre à 100, donc il ne s'accorde pas, la même chose que 80. Ça, c'est très, très simple, très, très clair. Si je vous dis encore, prenez la page 100 ou la page 200, la page 200, est-ce que je vais mettre un S à 200? Je sais que c'est un nombre comme ça, 200. Mais est-ce que c'est plusieurs pages ou une seule page? Si c'est une seule page, la page 200, c'est la 200e page. 200e. Et si c'est la 200e, il y en a juste une. Et à ce moment-là, la page 200 ne prend pas d'S.
Vous allez remarquer également que le mot 100 est un voisin, comme je le disais déjà, c'est un voisin qui est très malcommode. Un voisin malcommode, c'est que lui, il n'endure pas du tout, il n'endure pas des voisins. Et les voisins, ce sont les traits d'union. Alors, quand on dit, par exemple, 220, il n'endure pas les traits d'union, il ne veut rien savoir, lui, des traits d'union. Lui, il ne veut pas de clôture, lui, de chaque côté, lui. Lui, ça le choque de voir des clôtures qui viennent séparer ça. Alors, lui, le 100, avec le trait d'union, il dit « ôte-moi ça de là ». Le 100 qui est ici, « ôte-moi ça de là », le trait d'union qu'il y a là. Je ne veux rien avoir de trait d'union de chaque côté. Et c'est la même chose pour le mot 1000. Il ne veut pas avoir de trait d'union. Si je dis 2100, c'est deux malcommodes. Deux voisins qui sont vraiment pas capables de s'entendre avec les autres. Alors, lui, il dit, moi, je veux rien savoir de chaque côté. Je veux pas de trait d'union. Lui, il dit, moi aussi, je veux pas de trait d'union. Donc là, on se comprend. On veut pas de trait d'union tous les deux. Deux malcommodes. Mais par contre, quand j'arrive, par exemple, 2180. Pourquoi je mets un S à 20? Parce que c'est dans l'expression 80. 2180. 2180, comme ceci. On va changer le nombre. 2180. Ça finit par 80, il prend un S. Pourquoi a-t-il un trait d'union? Parce que lui est malcommode? Non, il n'est pas malcommode du tout. Ça, c'est un bon caractère. C'est un bon tempérament. Lui, on peut lui donner une petite claque dans le dos, puis ça ne le choque pas. Mais l'autre ici, le mot 100 puis le mot 1000, eux autres, ils ne veulent rien savoir. Eux autres, allez leur donner une petite claque dans le dos, ils vont dire « Hey, ôte-toi de là, toi. Touche-moi pas, toi. Ah non, mets-moi pas de trait d'union de chaque côté. Je ne veux pas avoir de trait d'union de chaque côté. J'aime pas ça, moi, les traits d'union. J'aime pas ça, les clôtures. Ôte-moi ça de là. Le 100 et le 1000, pas de trait d'union. D'accord? On se comprend pour ça. D'après les rectifications, l'année dernière, on disait de mettre des traits d'union partout. Mais les rectifications sont éliminées. On reste avec le statu quo, on reste avec les anciennes lois, et nous ne mettons pas de trait d'union. Mais ici, pas de trait d'union. Ici, pas de trait d'union. Ici, pas de trait d'union parce que c'est de chaque côté de 100, c'est de chaque côté de 1000, mais ici, un trait d'union. Pour ce qui est du mot 1000, ben, je vais vous dire une chose tout de suite, c'est que le mot 1000, lui, il ne s'accorde jamais. Si je dis, par exemple, j'ai 2000 $ de dépensés, 2000 $, mais 2000 $, M-I-L-L-E, et 2000 $ ne prend pas d'S. Pourquoi? C'est un nombre. C'est un nombre, ça. C'est ceci. 2000 $, c'est un nombre, et le nombre 1000 est invariable toujours. Ça, c'est facile à comprendre. Facile à retenir. Les nombres, les adjectifs numéraux, en général, sont invariables. Il y a deux cas, le mot 100 et le mot 20, qui peuvent s'accorder, prendre un S, quand à la fin, il termine par 80 ou il termine par 00 pour le 100. 200. Si je dis 100 $, il n'y a pas d'S à 100. Il n'y a pas d'S parce qu'il y en a juste un. Maintenant, quelqu'un va peut-être me dire, sais-tu que moi, j'ai déjà vu le mot 1000 avec un S? Moi, si je l'ai déjà vu avec un S. Ben oui. Eh oui. Quand, par exemple, à chaque année, il y a la fameuse course. Il y a la fameuse course de Québec-Montréal à bicyclette. Les individus ont fait 180 000. « 180 000, c'est comme ça. Et pourquoi j'ai mis un trait d'union? Parce que 20, lui, accepte le trait d'union entre 4 et 20. Mais pourquoi que j'ai dit 100, pas de trait d'union? Lui n'en veut pas. Mais pourquoi que j'ai mis 1000 avec M-I-L-L-E-S? Ça, c'est ce qu'on appelle une distance, ça. C'est une distance. Donc, une distance, ça, c'est un nom. Le mot 1000 est un nom. Il n'est pas un adjectif numéral. C'est pas 180 000 comme ça, là. Ça, c'est un nombre, ça. Ça, c'est un nombre. Tandis que 180 000, ça, c'est
de la longueur, c'est une distance. Et le mot 1000 est à ce moment-là un nom, tandis que l'autre ici, il est un nombre. Alors, quand on a le mot 1000 qui est un nombre, invariable toujours. Je vais ajouter maintenant ceci, comme précision avant de terminer ces nombres-là. Je vais ajouter ceci et je vais dire que le mot 1000 peut s'écrire maintenant, on accepte constamment le mot 1000 quand on parle d'une date. Alors, les deux, 1000 et 1000 MIL, 1, 1980, 10 ou 11. Parlons de cette année. 1991. Qu'est-ce que j'ai ici? C'est une date. Autrefois, nous acceptions toujours MIL quand on parlait d'année après Jésus-Christ, dans les dates de l'ère chrétienne. On écrivait 1000 MIL, 900, etc. Aujourd'hui, on accepte également le mot 1000 MILLE. Et fréquemment, le mot 1000 MILLE est accepté dans les écrits. Alors, je dis, dans la grammaire expliquée, que le mot 1000 MIL comme le mot 1000 MILLE peuvent être tous les deux acceptés dans le nombre ou l'année 1991. Et si j'avais marqué, regardez les traits d'union partout, excepté de chaque côté de notre malcommode, notre voisin capricieux, et lui n'en veut pas. Alors n'oubliez pas ça, mais si j'avais enlevé ceci et j'avais marqué en 1980, le ministère de l'Éducation a développé, etc., un nouveau programme de français dans les années 1980. En 1980, est-ce que je vais mettre un S à 20? Non, c'est la 1980e. Et comme il n'y en a qu'une seule, une seule année, à ce moment-là, il ne s'accorde pas. Alors, c'est aussi simple que ça. 1980, pas d'S à 20, parce que, même s'il est multiplié par 4 fois 20, là, 4 fois 20, alors, à ce moment-là, même si on dit 4 fois 20, ça donne à ce moment-là 80, mais c'est la 80e. Comme tantôt, la page 80, page 80, c'est la 80e. C'est la 80e, ça. La page 80, c'est une page. La page 100, c'est la 100e. La page 200, c'est la 200e. Il ne s'accorde pas à ce moment-là. Et ça, à tous les secrétaires et à toutes les caissières dans les caisses populaires, faites bien attention. Faites bien attention. Il y en a qui vont peut-être vous jouer le tour maintenant et qui vont peut-être vous dire ceci. Moi, à l'avenir, j'irai dans la caisse populaire et j'irai quoi? J'irai chercher tout simplement, à ce moment-là, j'irai chercher un retrait de 120 $. Au lieu de 100, je vais dire 120 $. Pour quelle raison? Simplement pour voir si la caissière, en écrivant son petit papier, est-ce qu'elle a écrit 120 ou VINGTS ou bien VINGT? Alors, s'il n'y en a qu'un, 120, 1,20, donc, à ce moment-là, il n'y a pas d'S. Si je dis, j'avais retiré 80 $, 80, je vais mettre un S à 80, tout simplement. Alors, la grammaire nous apporte tous ces détails et on se retrouve avec la règle de 20, très simplement expliquée, la règle de 100 et la règle de 1000 également, la règle de 1000 et qu'on retrouve ici dans toute cette page-là. Alors, la règle de 20, de 100 et de 1000, alors disons-nous une chose, très facile à comprendre, lisez tout simplement votre grammaire et vous comprendrez les explications que je viens de vous apporter. Nous arrivons maintenant avec l'autre partie. Le 20, le 100 et le 1000 sont terminés, nous les éliminons et nous passons maintenant à ce que nous appellerons le nom. Et le nom, là, nous aurons différentes sortes de noms. Nous aurons ce que nous appelons le nom commun, le nom propre, le nom concret,
le nom abstrait, le nom collectif. Alors, toutes ces dénominations-là, nous allons les voir dès maintenant, en commençant tout de suite par le nom commun, puisque c'est celui que nous utilisons le plus fréquemment. Alors, le nom commun, allons-y donc avec toute la simplicité qu'on se connaît maintenant. Vous êtes à l'aise maintenant dans votre cours de français? Vous trouvez que c'est simple, le français? Ben oui. Il y a 2 ans, j'avais enregistré un cours qui s'appelait « Le français rendu facile ». Et pourquoi j'avais appelé ça « Le français rendu facile » ? Parce que je le rends facile. Je rends facile. C'est très, très simple, le français, à condition qu'on se pose toujours la question « Tu es un petit qui ?» Et les quelques règles qui s'ajoutent et qu'il nous faut à tout prix bien maîtriser, il n'y en a pas beaucoup. Il y avait la règle de 20, la règle de 100. Le mot 1000, il ne s'accorde jamais. Et quand on écrit 1000 maintenant pour une année, on peut dire 1000 MIL comme 1000 MI2LE. Et c'est accepté. Plusieurs grammaires l'acceptent. Alors, moi je dis, avec la grammaire qui devient un peu moins traditionnelle et qui raconte véritablement le français, c'est la façon de le présenter. Et le nom commun. Savez-vous qu'est-ce que c'est qu'on dit? Ah, ça c'est commun, ça, cette histoire-là. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de quelque chose qui est commun? Quand on dit que quelque chose est commun, bien, c'est exactement ce que j'ai là au tableau. Si vous le regardez tranquillement, vous allez dire, le nom commun, bien, c'est un mot qui désigne plusieurs êtres ou plusieurs objets de la même espèce. Et là, on vous donne une série de mots. On vous parle ici de table, le livre, le plafond, la compagnie, etc. Alors, s'il s'agit d'un nom de personne, d'animal, de chose, ou qu'on parle d'un lieu, un lieu, vous allez me dire, donne-moi un petit exemple, Marcel, en parlant d'un lieu. Bon, si je dis, moi, le coin de la chambre, le coin, est-ce que le coin, c'est un objet? Mais pas du tout, c'est un endroit. Va voir dans le coin de la chambre. Le coin, c'est l'endroit. C'est pas un objet, c'est un endroit, un lieu. Si je dis le haut du tableau, le mot haut, c'est un nom. Arrête, Marcel, là, le mot haut, c'est un nom. Moi, je pensais que c'était un adjectif. Il me semble que quand j'étudiais à l'école autrefois, c'était un adjectif, moi, le mot haut. Je dis, le plafond est haut. Ah, moi aussi, j'ai raison. J'ai raison dans mon sens. Vous aussi, vous avez raison en disant, le plafond est haut. Mais si vous dites le haut du plafond, le haut du mur, le haut du tableau, à ce moment-là, le, c'est un déterminant qui est placé devant un nom. Et le haut, c'est l'endroit, c'est le lieu. Donc, ça devient un quoi? Un nom. Le mot haut devient un nom. Parce qu'il indique l'endroit. Alors, le nom commun désigne des personnes, des animaux, des choses. Ben oui, quand on dit le chien, mon chien Kiki, moi, jappe toujours. Je vous donne ça un petit exemple comme ça, là. C'est pas toujours à moi, ça, là, quand je donne un exemple comme ça, là. Mon chien Kiki, alors quand on dit mon chien, le chien est un mot qui désigne un animal. Et chien, ça s'adresse à toute une catégorie, à tout un ensemble, toute une série d'animaux, des sortes d'animaux, soit des chiens labrador, berger allemand, terrier, etc. Alors le mot chien est un nom qui est commun à toutes ces races-là. Si je dis le sentiment, un sentiment, la bonté, la fierté, c'est un nom commun. Une époque, le siècle dernier, encore un nom commun. Si je dis une saison, l'été a été formidable cette année. L'été, un nom commun. Pourquoi? Ça désigne une saison. Alors, les noms communs, tout simplement, désignent des ensembles, des êtres répartis sur différentes espèces, soit par exemple d'animaux ou de personnes. Quand on dit le cultivateur, on dit l'imprimeur, on dit l'animateur, on va dire l'éditeur d'un journal, d'un volume. Alors, éditeur, nom commun, désigne une personne. Alors, les noms communs désignent des personnes.
le nom propre. Mais à l'intérieur du nom commun, on pourrait parler, par exemple, du mot Jean. Par contre, il y a peut-être une chose, on pourrait peut-être faire une petite intermission ici, comme on le fait habituellement, et on va simplement, avant de parler du mot Jean, et arriver avec l'accord de l'adjectif qui s'accorde avec le nom, on va regarder, voir qu'est-ce que c'est qu'on a aujourd'hui comme expression. Vous savez l'expression OK. OK. O.K. OK. Ça veut dire, je suis d'accord. Je me rappelle d'avoir déjà eu un petit détail, une information à ce moment-là, à propos de la Première Guerre mondiale, où, en Angleterre, les Anglais et les Américains partaient en avion. Ils avaient des petits avions assez dangereux et souvent, à la fin de la journée, le responsable de l'escadron revenait à la base et il disait combien de personnes sont décédées. Et l'autre répondait one killed, un de tué, 3 killed, et 9 killed. Mais lorsqu'il n'y en avait pas, O killed. O killed, O voulait dire aucun, zéro. Et O killed, O et la lettre K est devenue OK. Et OK, ce qui voulait dire tant mieux, c'est un signe très positif, nous sommes fiers, il n'y en a pas eu de tués. Et quand on dit l'expression maintenant, OK, OK, je vais y aller, OK, tu peux venir, OK, c'est un terme qui est tout simplement positif, 2 lettres, O.K, qui voulait dire aucune personne de tuer. Et le O et le K est devenu l'expression tout à fait positive, OK. OK, on va y aller. Le terme OK maintenant, ça veut dire aucun mort. Mais là, aucun mort, ça veut dire on accepte, on est prêt, on y va, on est positif. Et c'est devenu l'expression OK. Alors, nous voyons toutes sortes de petites expressions comme ça. C'est bon de savoir un petit peu la provenance de ces expressions-là, comme le bonhomme 7 heures, hein, vous vous souvenez, et puis la bécasse, quoi, et puis l'autre, le sandwich. Alors aujourd'hui, on parle du OK, ça veut dire terme positif qui signifiait durant la guerre qu'il n'y avait personne de tué. OK. Et maintenant, nous allons à ce que nous appellerons une explication très importante. Et l'explication très importante se portera sur le mot Jean. Le mot Jean. Et si nous y allons avec également cet écrit, vous allez voir, dans la grammaire expliquée, le mot Jean est du masculin, tout simplement. Il est du masculin, le mot Jean. On dit « les gens sont heureux ». Alors, quand on dit « les gens sont heureux », le mot « Jean » est du masculin. Et nous allons nous approcher maintenant du tableau, puisque avec le tableau, nous avons toutes les explications que nous pouvons clarifier. Et si vous me permettez, maintenant, on va entreprendre tout de suite la règle de Jean, qui est un nom commun. Et c'est pour ça que le mot Jean est placé ici à ce que nous appelons le nom. Nom commun, nom propre, etc. Alors le mot Jean, il est du masculin. Donc on va dire ceci. Les gens sont heureux. Et non pas les gens sont heureuses. Non, les gens sont heureux. C'est la façon d'exprimer le mot Jean. Étant du masculin pluriel, le mot heureux, qui donne sa qualité, sera du masculin pluriel également. Mais devant le mot Jean, c'est le déterminant qui est ici. Vous vous souvenez, là, maintenant, on utilise toujours ces mots-là sans les réexpliquer, là.
là, nous arrivons, le déterminant les indique qu'il y en a beaucoup. On ne dira pas un gens, on va dire les gens. Le mot gens est au pluriel, est toujours au pluriel, dans ce sens-là. Si je dis tous les gens sont heureux, même chose, tous les gens sont heureux, eh bien, je vais dire tout est OUS. Pourquoi je vais dire tout est OUS? Parce que le mot gens est du masculin pluriel. S'il est du masculin pluriel, le mot tous les gens qui détermine les gens va être lui aussi du masculin pluriel. Alors on écrira tout T-O-U-S. Correct comme ça? C'est clair et facile là. Si j'ajoute, là on va arriver avec quelques petites explications particulières. Si je dis tous les braves gens, comment vais-je écrire le mot tout? Le mot gens, il est du masculin pluriel. Le mot brave, il est du masculin pluriel. Le mot tout, qu'est-ce qu'il va être? Il va être lui aussi du masculin pluriel. Mais le mot tout, remarquez bien que tout, s'il est du masculin pluriel, je vais lui ajouter un S. Et je vais écrire tous les braves gens. Mais je vais vous dire une chose, c'est que le mot brave, si je dis ceci, les braves filles, est-ce que le mot fille n'est pas un mot du féminin pluriel? Oui. Est-ce que le mot brave, qui est un adjectif qui donne sa qualité au nom, va être lui aussi du féminin pluriel? Bien oui, il va être du féminin pluriel. Et tout va être obligé de s'écrire du féminin pluriel, parce que vous aurez ce qu'on appelle le groupe nominal. Et le groupe nominal veut dire le groupe qui fonctionne avec le nom. Groupe nominal, le groupe qui fonctionne avec le nom. Si le nom est du féminin pluriel, l'adjectif va être du féminin pluriel et l'adjectif tout va être du féminin pluriel. Alors vous voyez que le mot brave, il est du masculin pluriel et il est du féminin pluriel aussi. Donc le mot brave ne change pas à la fin. Brave avec un E muet, brave avec un E muet. Quand il est un adjectif comme ça, avec un E muet, à ce moment-là, le mot « toutes les braves filles », il est du féminin ici. Mais enlevons maintenant cet exemple-là et revenons à celui-ci. Le mot étant du masculin, lui, il est du masculin. C'est comme si j'avais dit le mot « honnête ». Le mot « honnête », regardez, il y a encore un « e » muet. Alors, j'aurais été obligé de dire « tous les honnêtes gens ». Le mot « gens » est masculin pluriel. Le mot « honnête », qui s'écrit de la même façon au masculin comme au féminin, sera du masculin pluriel. Et le mot « tout » sera du masculin. Mais si, au lieu de dire « honnête », je dis « tous les heureux gens sont fiers. » F-I-E-R-S. F-I-E-R-S, parce que lui, après, le mot « gens », il sera toujours du masculin pluriel. Quand il est placé après « gens », il est toujours du masculin. Quand il est placé devant, c'est là la différence. Quand il est placé derrière, il est du masculin. Tous les braves gens heureux. Voyez-vous? Masculin, quand il est placé après. Mais quand il est placé avant, ça dépend de celui-là. Lui, il termine par un « e », il reste du masculin. Lui, est-ce qu'il termine par un « e », sinon c'est « heureux ». Heureux au masculin. Donc, on devra le mettre, pour que ça se prononce bien, on dira « toutes les heureuses, heureuses, R-E-U-S-E-S, gens ». Et on le mettra au féminin si l'adjectif qui est ici n'est pas la même chose au masculin et au féminin. Heureux, heureuse, donc on le mettra au féminin pluriel,
Et l'adjectif toute sera lui aussi du féminin pluriel. Et nous dirons, toutes les heureuses gens sont fiers, masculin pluriel le dernier. Ça, c'est ce que j'appellerais une chinoiserie française. Une chinoiserie, c'est-à-dire que je trouve que ça cloche un peu à l'oreille quand on dit « les heureuses gens sont fiers » et on écrit « fiers » du masculin. Mais comme le mot « gens », lui, il est du masculin, l'adjectif « fier » va être du masculin. Mais à l'avant, ici, ça va se prononcer mal si on dit « tous les heureux gens sont fiers ». Alors, pour que ça se prononce bien, nous allons remplacer le mot « heureux » par le mot « heureuse ». Et on va le mettre féminin, et l'autre ici sera du féminin. La même chose si on avait dit « gentil ». Si on avait dit le mot « gentil », T-I-L, au féminin, c'est « gentille ». Alors, gentil au féminin, gentille. Donc, le mot gentil, au lieu d'être du masculin, qu'est-ce qu'on fait? Il sera du féminin pluriel, parce que le masculin et le féminin n'ont pas la même terminaison. Alors, gentil, gentille. Alors, toutes les gentilles gens sont fiers, et fiers, masculin pluriel. Masculin pluriel. Pourquoi c'est lui qui mène ici à l'avant? Si lui est du féminin et du masculin différent, on le placera féminin. Si le mot qui est placé tout juste à l'avant est du masculin et du féminin de la même façon, il va rester masculin. Alors, tous les braves gens, toutes les gentilles gens. Si j'avais dit tous les braves et gentilles gens. Si je dis tous les braves et gentilles gens, je suis obligé de mettre le féminin parce que celui qui précède ici, immédiatement devant lui, là, c'est lui qui mène. Lui, il peut s'écrire du féminin différent. Par le fait même, le mot gentille au féminin, le mot brave, qui est masculin et féminin pareil, va être du féminin pluriel, et le mot tout va s'écrire toute, T-O-U-T-E-S, du féminin pluriel. Féminin pluriel pour le mot toute, féminin pluriel pour le mot brave, féminin pluriel pour le mot gentil, et le mot gens, il est du masculin, et l'adjectif fier sera du masculin. Pourquoi cette règle-là? Simplement pour que l'oreille ne soit pas choquée par ce qu'on appelle l'euphonie. L'euphonie, c'est la bonne prononciation. Quand on dit, par exemple, il y a 5 œufs, 5 œufs, ça se prononce mal. Hein? Ça se prononce mal. Alors, quand on dit les gentils gens, non, on va dire les gentilles gens. Pourquoi? Pour que la prononciation soit bonne, nous appelons ça l'euphonie. L'euphonie, c'est l'inverse, c'est le contraire de la cacophonie. Et la cacophonie, c'est lorsque vous allez à une pièce de concert, un concert musical, et que vous entendez, par exemple, les violons qui sont en train de s'accorder et qui s'accordent pour que ce soit agréable à l'oreille. Et vous entendez les saxophones, les altos, les barytons, les trombones et les percussions, et tous, chacun, l'un l'autre, un individuellement, préparent leur mise en branle, leur mise en marche. Et là, l'autre avec sa trombone, il y va, puis il donne ses airs. L'autre avec son violon, il l'accorde. L'autre avec la guitare va l'accorder. Et on entend ce qu'on appelle la cacophonie. Kakos, qui est un mot grec, qui veut dire mélange, mélange de sons. Tandis que l'euphonie, éou, qui veut dire le bien, et phoné, qui veut dire le son, un bon son. L'euphonie, euphonie qui se prononce bien. Alors, le mot gens, on retient, le mot gens, placé, il est du masculin pluriel, et placé devant, allez voir l'adjectif qui est ici. Si c'est gentille, on dira gentille. Si on dit
formidable, formidable, D-A-B-L-E-S, et il est pareil, masculin et féminin. On dira ici tous les formidables gens. Et on dira ici toutes les gentilles gens. Et quand on aura l'adjectif après, il sera du masculin. Ils sont contents. Et content, C-O-N-T-E-N-T-S. À moins que, et je termine l'explication, à moins qu'il y ait ce qu'on appelle une inversion. Dans la grammaire, j'explique tout ça. J'explique tout ça. Et même ceux qui l'ont présentement, par devers eux, sont allés la chercher à la librairie de leur région, ils peuvent très très bien suivre exactement ces explications-là. Alors, l'inversion, si je dis par exemple, fiers de leur succès, fiers de leur succès, c'est gentilles gens. J'emploie encore le mot gentil parce que ça va être plus facile à retenir. Le mot gentil est placé immédiatement devant le genre, il est du féminin pluriel. Mais fiers de leur succès, pourquoi j'ai écrit le mot fier, F-I-E-R-S, masculin pluriel? Parce que ça s'appelle une inversion. Regardez la petite virgule qui est ici. Et la petite virgule, elle dit ceci. Ça, là, ça ne devrait pas être au début. Ça devrait être placé après. On devrait dire, ces gentils gens sont fiers de leur succès. Fiers de leur succès, ces gentils gens sont revenus enchantés. Alors, ces gentils gens sont revenus enchantés parce qu'ils étaient fiers. Parce qu'ils étaient fiers. Et le mot fier est censé être placé après le mot gens. Naturellement, il devrait s'écrire comme ceci. Et comme il est par inversion placé à l'avant du mot gens, il va rester du masculin comme s'il l'était à l'arrière. À l'arrière, il est toujours du masculin. Par inversion, il restera masculin. Tout un ensemble d'explications qui deviennent extrêmement intéressantes. Extrêmement intéressantes, ces explications-là. Et ça nous permet d'aller peut-être prendre un petit moment de repos. Nous allons nous asseoir un court instant pour vous dire tout simplement que après le mot gens, nous allons parler de quoi? Nous allons parler tout de suite, parce qu'il nous reste peu de temps là, pour notre émission. Nous allons parler tout de suite après le nom propre qui désigne quoi? Alors le nom propre désigne en réalité des personnes qui ont déjà vécu, des personnes qui ont déjà vécu. Et quand on prend par exemple les noms propres, les personnes qui ont déjà vécu, on va se dire ceci, on va dire deux catégories. Les personnes elles-mêmes. Alors si vous regardez bien, vous allez constater sur le tableau ici, les personnes elles-mêmes. Donc, quand on parle de la personne elle-même, c'est-à-dire les Hugo, les Lamartine, les Corneille ont composé des œuvres magnifiques. Quand je vous dis les Hugo, bien c'est Victor Hugo, ça. Quand on dit Lamartine et Corneille, ce sont des champions de la langue française, ça, autrefois. Alors, quand on dit la personne elle-même, on s'adresse à qui à ce moment-là? On s'adresse à Hugo, Lamartine, on s'adresse à Corneille. À ce moment-là, invariable. Le mot est invariable à ce moment-là. Également, quand est-ce qu'il sera invariable le nom propre? Quand on va parler des familles non illustres. Les familles qui ne sont pas illustres, c'est-à-dire les familles comme vous et moi, là, vous avez, par exemple, on va dire, comme exemple, j'ai donné, les Dupont et les Barry sont en voyage chez les Tremblay au Saguenay. Parce que vous savez très bien qu'au Saguenay, les familles Tremblay sont très nombreuses. Alors, les Dupont et les Barry sont en voyage au Saguenay. Alors, est-ce que je vais mettre un S à Dupont? Non. Est-ce que je vais mettre un S à Barry? Non. Les Dupont et les Barry, pas d'S. Pourquoi? Ce sont des familles, elles sont illustres dans leur genre, mais elles ne sont pas illustres comme catégorie d'individus qui ont fait leur grande marque dans le passé. Alors, on dit à ce moment-là,
quand on parle des personnes illustres, la personne elle-même, podeste. L'autre, quand on parle des familles qui ne sont pas illustres, à ce moment-là, podeste également. Podeste également. Et vous pourrez faire des applications de tout ça. Oui, oui, vous pourrez faire des applications lorsque, par exemple, dans le cahier d'exercice qui correspond à la grammaire également, vous pouvez vous procurer le cahier d'exercice pour appliquer ces règles-là. Alors, quand vous aurez, par exemple, dans l'exercice, je me rappelle, un endroit, j'ai marqué, ma sœur me dit que les Dufour et les Tifo sont partis en voyage avec les Carrettes. Bon, les Dufour, les Tifo, ce sont des familles comme les Poiriers, ça. Oui, comme les Simard, comme les Tremblay, comme les Beauchemin, peu importe. Alors, les Dufour et les Tifo, est-ce que je vais mettre un S? Non, parce que ce ne sont pas des familles illustres, c'est des familles non illustres. C'est pas la même chose que les Bourbons autrefois, les Césars autrefois, les familles. Là, c'était des familles illustres. Même si nous sommes illustres, des Poiriers, ce sont des familles illustres à notre façon. Mais ce ne sont pas des familles illustres pour l'accord du nom propre qui ne s'accordera pas. Alors, les Dufour, pas d'Est. Les Tifo, pas d'Est. Sont partis en voyage avec les Carrettes, pas d'Est. Donc, c'est très, très simple. Tout simplement, nous lisons ça. Alors, à quel moment qu'il va s'accorder? Il va s'accorder lorsque, par exemple, lorsque nous aurons des familles illustres. Ah, regardez l'exemple. Les Bourbons et les Césars ont marqué leur époque. Je donne un exemple tout simple. Dans les cahiers d'exercices, vous pouvez faire des exercices qui correspondent à la page 34. L'autre, lorsque les personnages sont pris comme modèles, et ça veut dire quoi à ce moment-là? On va dire à ce moment-là, les Pasteur et les Einstein sont rares aujourd'hui. Ça veut dire, les personnes qui ressemblent à Pasteur et à Einstein, là, on n'en rencontre pas beaucoup. On regarde, quand on se promène dans un centre d'achat, puis chercher les Einstein et puis les Pasteur, vous n'en verrez pas beaucoup. Il y en a de ces individus qui, par le travail, sont arrivés à découvrir des tas de choses, des guérisons aux maladies, merveilleux. Mais les Pasteur puis les Einstein sont rares, ceux qui ressemblent à. Alors, ce sont des modèles qui ressemblent à Pasteur et à Einstein. À ce moment-là, ils s'accordent. Mais oui. Maintenant, je vais ajouter peut-être juste comme petit détail que lorsque c'est une œuvre, j'ai acheté 2 Picasso. Ça, ce sont des tableaux, ça. 2 Picasso, là, c'est pas les Picassettes, là, non, non. Les Picasso, ce sont des tableaux peints par Picasso. Les Picasso, 2 Picasso, je peux mettre un S comme je peux ne pas mettre de S. Quand ce sont des œuvres, on va dire ici également, j'ai acheté 2 Larousse. 2 Larousse SE ou 2 Larousse SES. C'est possible. Les deux sont acceptés. Alors, quand on rencontrera les noms propres, retenons bien que, premièrement, si c'est la personne elle-même, ou si ce sont des familles non illustres, pas d'Est. Si ce sont des familles illustres, ou encore des personnes qui ressemblent, s'accordent à ce moment-là. Et si vous avez des œuvres, à ce moment-là, j'ai acheté 2 Richard, moi. 2 Richard, je peux mettre un S comme je peux ne pas mettre de S. Et c'est ça. Le nom propre. Si nous allons maintenant à ce que nous appellerons le nom concret, le nom abstrait, je le signale tout juste en passant. Nom concret, nom abstrait. Concret, c'est que c'est visible par les sens. Ça peut être palpé, ça peut être tâté, ça peut être constaté par les sens. C'est ce qu'on appelle un nom concret. Et un nom abstrait, c'est dans l'esprit. Alors, le nom abstrait désigne une qualité ou une propriété quelconque. On va dire, par exemple, la blancheur. C'est un nom
abstrait. Concret, abstrait. Et le dernier qu'on verra dans la prochaine leçon, je le pose ici tout de suite, et je dis, ce sera le nom collectif. Tout de suite, je vous dis ceci, quand vous avez fait chez vous une collection, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez ramassé tout un ensemble. Alors, un nom collectif, c'est lorsqu'on regroupera un ensemble d'espèces. On va dire, par exemple, un essaim d'abeilles. C'est qu'il y a tellement d'abeilles et qu'un essaim, le mot essaim, est un nom collectif. Une forêt d'arbres, une forêt. Et on va en donner un autre petit exemple, une nuée d'insectes. Quand on parle d'une nuée d'insectes, c'est qu'il y en a une quantité très considérable. Tous ces mots-là, ce sont ce que nous appellerons des noms collectifs. Il y a une collection, un nombre considérable autour de ça. Exemple, un tas de problèmes sont solutionnés par notre leçon de français. Un tas de problèmes. Tas, non collectif. Comment accorder le verbe avec le nom collectif ou le complément du collectif? Nous verrons ça dans notre prochaine émission. Et c'est pour cela que je vous dis tout de suite, avertissez papa, maman, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, nos amis, MIS, MIES, nos voisins de chaque côté, d'en face et d'en arrière, d'en haut et d'en bas. N'oubliez pas ça pour la prochaine émission. Et je vais vous dire en terminant, c'est curieux tout ce qu'il faut savoir avant de savoir que l'on ne sait pas grand-chose. À la prochaine.